le cas de la situation carcérale, la situation dans les prisons. C'est vrai que les prisons sont gérées par la division de la justice. Le personnel qui est là, c'est la division de la justice. Mais les conditions de détention relèvent des droits humains. Vous voyez, les questions de santé en détention, l'alimentation et autres, ce sont des questions des droits humains. Et puis, moi, je me dis, il y a souvent des problèmes dans la prison, des problèmes des droits humains, mais du fait que le chef de division n'y va pas souvent, bon, ces questions ne sont pas portées à la connaissance du public, et des fois, les pires arrivent. Et c'est comme ça que par moment, on enregistre les décès en détention. Ils sont en tenue, ils se différencient de nous. Alors que nous restons dans le même quartier, nous sommes des voisins, nous avons les mêmes problèmes, oui, nous faisons face aux mêmes difficultés, vous voyez, et nous devrions réfléchir tous ensemble sur comment aussi quitter cette situation. Ce n'est pas seulement quand ils sont en tenue qu'ils doivent maintenant prendre une position autre. Réellement, ce serait important que les policiers aussi sachent qu'ils font partie de la société, ce sont des hommes comme nous, et quand ils défendent des hommes, leurs pères, leurs semblables, et ça allait améliorer aussi leur sécurité et même la confiance entre nous et eux. Pour aller un peu plus loin, on n'a jamais refusé de défendre les policiers ou les militaires. Ils ont aussi droit à la défense, à l'assistance gratuite aussi, comme tous les autres citoyens. Mais maintenant, dans la pratique, le fait que ce soit les policiers qui sont toujours poursuivis pour avoir recouru à la violence excessive pendant les manifestations, ça donne une impression à nos frères et parents et sœurs policiers que nous, on ne prend pas effet et cause. Je peux dire qu'il y a des avancées significatives parce que, en effet, il y a plusieurs organisations qui ont vu le jour et qui militent pour la défense des droits humains. Je prends l'exemple des organisations de défense de la protection intégrée. C'est une organisation qui, lorsque il y a un défenseur des droits de l'homme, un journaliste qui est menacé ou qui est arrêté, nous sentons quand même à travers nos médias un communiqué de presse de cette organisation et qui fait que les autorités comprennent que on ne doit pas continuer à violer les droits de l'homme. Que nous venions de dire tantôt, la loi portant protection, responsabilité des défenseurs des droits humains, promulguée n'existait pas à l'époque. Nos députés ne nous reconnaissaient pas presque. Mais aujourd'hui, ils doivent savoir que ce conseil-là existe. Et même au niveau provincial, bien que nos députés provinciaux ne maîtrisent pas aux autorités, de savoir que nous sommes dans le régime d'information et non le régime d'autorisation. Ils doivent respecter donc ce régime-là. Diffusion des droits de l'homme dans les actions menées par les défenseurs des droits de l'homme. Les défenseurs des droits de l'homme, la diffusion des droits de l'homme doit écrire à la justice pour dire que celui-ci, c'est un défenseur des droits de l'homme et ne mérite pas d'être condamné. Par exemple, on ne doit pas entrer dans le droit, dans les codes pénals, mais on doit rentrer dans le droit commun. Donc, comme recommandation, je recommande au chef de division des droits humains, ici présent, de collaborer beaucoup plus avec toutes les organisations de défense des droits de l'homme d'ici Kivu et de s'impliquer pour savoir l'état des lieux de défenseurs des droits de l'homme au site Kivu. Pourtant, protection et responsabilité du défenseur des droits de l'homme à travers nos chaînes nationales. Par exemple, nous avons la RTNC. Si les autorités peuvent accepter, on peut traduire même cette loi
dans toutes les langues nationales et que les autorités et les défenseurs des droits de l'homme ainsi que d'autres citoyens comprennent ce que l'importance du défenseur des droits de l'homme, ses responsabilités et la responsabilité des autorités face au travail du défenseur des droits de l'homme. Il y a des principes selon lesquels nul n'est censé ignorer la loi. Mais lorsque la loi n'est pas vulgarisée, ou lorsque l'État lui-même, parce qu'il est le premier à pouvoir faire cette vulgarisation, mais il ne le fait pas, c'est là qu'il y a un grand problème, d'où même ceux-là qui doivent appliquer cette même loi, l'appliquent mal parce qu'ils ne connaissent pas. Alors, pour moi, en tout cas les tout premiers, donc la première personne ou la première institution qui doit vulgariser la loi, c'est l'État. Avant que les organisations de la société civile viennent en appui. Comment? C'est à travers les journaux officiels. Oui, c'est ça, c'est là que je veux. Les 4 langues nationales, ça c'est constitutionnel. C'est déjà traduit dans... A un grand rôle à jouer pour effectivement décanter cette difficulté, pour que les citoyens lambda puissent connaître cette loi et même les praticiens, hein, je parle des OPJ, des magistrats, des cours et tribunaux puissent se saisir de cette loi, connaître sa quintessence et pouvoir l'appliquer en toute aisance. Mariage entre les autorités et les DDH. Mariage entre les autorités et les DDH. Et cela doit se passer par des séances d'échange ou de présentation des civilités, parce que souvent lorsque il y a une nouvelle autorité qui arrive, soit une autorité judiciaire ou policière arrive, ils ont du mal à se connaître mutuellement. Un commissariat, ce n'était pas... Alors aujourd'hui, ça réapparaît de manière bien précise au sein des ministères. Et au niveau national, ça il faut saluer que désormais, ça fait beaucoup de temps que nous avons un ministère spécifique aux droits humains, scindé, séparé du ministère de la Justice. Ça nous donne un peu de facilité de travailler avec les mécanismes aussi qu'on avait institué du temps, je pense, de Matata Pogno. C'était quel organe là? Il y avait un organe de consultation entre l'exécutif et les DDH de manière permanente. Merci. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'étais encore en train de penser que nous améliorerons notre collaboration dans la mesure où nous travaillons plus ensemble. Alors, est-ce que les autorités ici présentes et d'autres peuvent aussi être disponibles à aller avec nous dans des matières qui concernent le renforcement de notre protection ou de la promotion de nos droits, même à l'intérieur. C'est-à-dire, les gens comprennent, leurs subalternes comprennent et vont être disponibles à nous accompagner, à nous sécuriser, lorsque le message n'est pas donné par nous uniquement, mais aussi et surtout lorsque ça devient l'autorité soit provinciale qui dit que ces gens ont droit à ceci. Alors, celui qui est au niveau de la chefferie, celui qui est au niveau du territoire, celui qui est au niveau de bas, on va se dire qu'effectivement, c'est comme par exemple au niveau de la police, on dit que c'est un ordre qui avait été donné par l'autorité supérieure. Le deuxième aspect, c'est en matière d'appui que les organisations pourraient, je dis bien pourraient, accorder à nos partenaires du secteur public. Mais nous, parce que tout ce que nous avons, les gros de nos ressources, proviennent souvent des financements extérieurs qui ont aussi des directives et des principes qu'on doit respecter. On dit par exemple, on vous a donné un ordinateur, on doit l'avoir peut-être pendant un temps. On vous a doté d'un véhicule, on doit aussi l'avoir pendant un temps. Et si vous ne pouvez plus vous l'utiliser, vous devez le remettre auprès d'une autre structure qui a les mêmes objectifs que ceux du projet pour lequel vous avez eu à décrocher quelque chose pour les secteurs publics. Parce qu'on dit d'abord, on a déjà appuyé les secteurs publics.
si par exemple c'est le ministère de la si c'est dans le domaine de la justice, on dit nous avons appuyé le ministère de la justice nationale et que ça devait aller jusqu'au niveau, à partir de là, jusqu'au niveau des divisions, jusqu'au niveau là-bas. Ça nous freine. Et aussi, on nous demande quelle est la garantie que si la personne est remplacée, par exemple, le monsieur de la CNDH, qui est à Bukavu, si demain ou après-demain, il n'est plus là, que le matériel qu'on a doté à la CNDH, ce n'est pas en Ndj, que aussitôt qu'il sera parti, le matériel lui doit rester parce qu'il appartient à l'institution, au service, à la division. Mais c'est ça. Quand on a quelques informations que nous, alliées dans la biote. Il y a quelques définitions sur le plan des vies pénales, mais également la définition des défenseurs des droits de l'homme qui était à peine tordue dans l'édit provincial. Au moins, ça a été élargi dans la loi. Et là, il y a quand même quelques avancées. Je peux dire aussi qu'il y a le simple fait qu'on a inséré cette articulation au sujet des recensements des organisations des droits de l'homme qui doivent également se recenser. C'est aussi une avancée. Auprès de la CNDH. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a ces gens qui peuvent se présenter comme des défenseurs des droits de l'homme et ils n'ont pas cette qualité et ils se mettent à injurier les uns les autres la longueur de la journée. Alors, pour éviter ces improvisations, on a essayé d'insérer ce type d'articulation et à mon avis, c'est un petit problème au niveau national, ce qui avait fait en sorte qu'on gêne les personnels ou les collègues avec qui nous travaillons et qui représentaient la CNDH quelques stratégies et nous avons commencé depuis bien avant ces stratégies, même si nous étions déjà un nombre suffisant, mais actuellement nous avons des points focaux qui ne sont pas des agents de la Commission nationale des droits de l'homme, mais qui sont des agents peut-être des différentes organisations des droits de l'homme, mais également quelques experts qui nous fournissent des informations et qui peuvent nous représenter en territoire. Actuellement, nous avons mis en place une plateforme avec la division des droits humains. Nous avons renforcé nos droits au tribunal et ça, c'est le problème, la difficulté auprès d'eux. C'est vrai, ces difficultés existent. Mais moi, je peux vous demander ceci, en termes de recommandations, en attendant que le plaidoyer soit fait. Parce que ça, c'était une recommandation donnée par mon collègue Poupena. En fait, aujourd'hui, la loi nous donne beaucoup de possibilités dans ce sens. Et je peux dire que même ce que la Bible a toujours dit, lorsque une autorité vous a refusé de manifester, vous avez la possibilité d'initier ce qu'on appelle le recours référé suspension. Ce recours ne peut pas durer longtemps, c'est en matière administrative. Donc le premier président ou son substitut peut prendre une décision par voie d'ordonnance de refuser ou de suspendre la décision de l'autorité administrative et vous permettre de marcher. C'est-à-dire que, en attendant que le plaidoyer soit fait de manière beaucoup plus concrète, nous pouvons d'abord utiliser ces voies que nous offre entre dans les intérêts de certaines autorités, défendre parfois les intérêts de la plus grande population et là où l'autorité pourrait avoir plus d'intérêt, et voilà, il y a conflit d'intérêt, on se dit finalement je peux accepter que quelqu'un vienne s'opposer à ce que je veux, à mes intérêts en fait, auxquels font recours les DDH. Parfois, c'est vrai, pour défendre un droit, il y a des niveaux de plaidoyer, il y a des niveaux de plaidoyer. Au lieu de peut-être commencer par la première étape, parfois un DDH passe à une étape supérieure sans avoir informé l'autorité ou bien même lettre de plaidoyer, lettre d'information. Et parfois ça devient très allergique et bon, ça crée des problèmes. Les autorités parfois, je ne le dirais pas très mal éduquées, mais insuffisamment éduquées, peut-être par la vie ou bien même à la faculté ou bien à l'école. Bon, c'est pas du tout. Bon, d'amour, c'est entre autres des préjugés.
parce que de tous les côtés, les défenseurs des droits de l'homme partent avec des préjugés auprès des autorités. Les préjugés, oui. En même temps, les autorités ont aussi des préjugés au regard des défenseurs. Donc là, ils ne se comprennent pas parce qu'ils ont toujours des préjugés. Ils disent voilà, ça c'est un préjugé mutuel. Du côté des défenseurs des droits de l'homme, il y a aussi l'excès des ailes. Par moment, les défenseurs des droits de l'homme partent au-delà. C'est comme même l'exemple qu'il a évoqué, qui s'est passé hier. Là, c'est l'excès des ailes lorsqu'on commence déjà à aller dans le sens de faire comprendre les deux parties qu'est-ce qui est au centre de... Quel est l'intérêt que nous cherchons pour la population ou bien pour les humains? Parce que si c'est pour l'intérêt de tout le monde, on doit être d'accord si le DDH trouve qu'il doit organiser telle activité pour plaider, par exemple. Deuxièmement, je trouve aussi que le partenariat n'est pas encore bien établi entre les DDH et les autorités. Parce que je me dis, le fait d'être humain, il y a déjà des droits qui nous sont garantis naturellement. Alors si il doit y avoir des discussions bien entre DDH et autorités, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas encore. Donc là, il y a d'autres mesures prises ou décisions prises par les autorités qui sont à la construction contre la loi. Oui, je donne un exemple. On a suivi tous la fois passée une lettre, je ne sais pas comment qualifier ça, du ministre national de la Justice. C'est un communiqué d'ailleurs, disant que toutes les organisations qui ont les F92 doivent tout faire dans les 2 mois pour avoir la personnalité juridique. La loi sur les DDH souffre encore d'une faible vulgarisation. Et c'est là que je note que certains DDH, jusqu'à aujourd'hui, ne savent pas quand est-ce qu'ils ont droit à la protection et à quel moment ils sont dans un panier comme tout le monde. Et là, c'est là que je voudrais recommander au sein de DDH. Tout à fait. C'est ça la complainte. Oui, oui. Maintenant, comme recommandation, je voudrais vraiment recommander au sein PDH de tout faire pour vulgariser, organiser des séances de vulgarisation de cette loi, de préférence dans des cadres comme il en a été, comme cela a été aujourd'hui. Les organisations. Là, si je me rappelle très bien, c'est finalement en allant dans le sens qu'on va se rendre compte qu'il y a chez ces autorités. Et c'est là que je vais formuler une recommandation en fait. Et que je voulais faire cette recommandation pour la première question. On ne sait pas aimer parachuter comment sans aucune notion sur les droits humains. Que l'État congolais ou le ministère, que ce soit du côté de la justice ou des droits humains, devrait songer à certaines séances de capacitation, bien sûr, en ce qui concerne les droits humains chez certaines autorités, pour savoir ou pour les capacités en fait qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles doivent faire quand un DDH est en face ou bien pour un cas qui concerne les droits humains. Je pense que ça nous éviterait. Public sans pour autant avoir une autorisation. Ça, c'est la première des choses. Et en deuxième lieu, je crois que tout le monde, avant qu'il ne décide d'aller de se manifester, il doit aller vers les autorités de la place pour aller demander cette autorisation. Parce qu'on ne peut pas se mettre sur la voie publique sans pour autant être autorisé, parce que tout attroupement est pour nous un trouble de l'ordre public. Je crois que je me fais quoi. Il est dans aucune organisation, mais il se présente devant les gens, il est DDH. Ça, c'est la première des choses. Parfois, quand on leur demande même des documents, ils ne savent pas comment les grandir. Ça, c'est la plus grande difficulté que nous devons tout faire pour que nous puissions, comment dirais-je, arranger. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est l'éducation. Mon frère, là, il a dit qu'il y a parfois l'éducation de base. Le comportement que nous avons devant les autorités, le comportement que nous avons devant nous-mêmes, vis-à-vis de nos tiers, peuvent faire que nous ne puissions pas trouver une solution
Et pourtant, c'est un petit problème de rien du tout, hein, qui peut trouver une solution dans peu de temps, mais on aggrave parce qu'on a une certaine position. Vous vous dites que vous êtes des DDH et que vous n'avez absolument un document. Et puis en fait, et en plus vous avez un mauvais langage devant une autorité. Ça, ce sont des problèmes que nous devons régler. Il y a un autre problème. C'est ce que nous venons de dire, la vulgarisation. Qui est celui qui est le problème que nous avons? Raison pour laquelle, moi aussi, je souhaiterais que ces assises puissent avoir lieu, afin que nous puissions de temps en temps discuter de nos problèmes et que nous puissions... Parce que le problème du DDH, c'est quoi? C'est le développement, c'est la paix. C'est ça, non? C'est pour que nous puissions harmoniser notre vie. C'est ça le problème du DDH. Alors, la sécurité, c'est quoi? La parole n'est pas faite pour que nous puissions parler de tout. En ce qui nous concerne, nous devons d'abord commencer par nous éduquer nous-mêmes, nous les responsables. Hein? Afin que ça puisse aller en bas, il faudrait que nous-mêmes nous puissions savoir ce que nous faisons. N'est-ce pas? La vulgarisation de la parole, ça nous dit absolument rien. Le problème qui se pose dans notre société, c'est le problème de l'éducation. Je vais parler de ça. Vous savez que quand, par exemple, nous sommes devant les agents, on leur dit tout ce qu'il faudrait qu'on leur dise. Mais ce que moi je suis en train de dire, s'il vous plaît, je voudrais que, en tant que CNT ou DDH, que nous puissions d'abord connaître notre loi. Nous sommes de la police, nous défendons la loi. Hein? Il ne faudrait pas que nous puissions un délinquant prisonnier de trouver l'ordre public, qu'on l'applaudisse pour dire qu'il est de terre, et quand on va mettre la main dessus, et tout le monde va se mettre debout, non, vous avez arrêté un défenseur des droits de l'homme. Non. J'évolue. La loi parle de l'information. Mais comme il s'agit du pouvoir public, il faut savoir le contenu de votre activité. Le risque de troubler l'ordre public, je crois qu'il envoie de soi d'une autorité d'interdit. Parce que nous avons toujours... Le DDH, c'est une terminologie qui prête parfois à confusion. Alors, j'ai beaucoup de lettres dans mon bureau, surtout au milieu rural, dans le milieu rural. On dit qu'il y a la violation des droits de DDH par-ci par-là. Et moi je me demande comment je saurais que c'est un DDH. Sinon on risque de mettre tout le monde dans un même panier, disant que moi aussi je suis DDH, je suis DDH. Voilà pourquoi il serait mieux avec la CNDH qu'on puisse voir, parce que ça c'est une difficulté rencontrée aussi. Parce qu'on ne sait pas qui protéger et qui n'est pas protégé. Je ne sais pas, je me fais comprendre mon frère. C'est ça, c'est là où se trouve le grand problème. Ça veut dire qu'on peut être juriste et ne pas être avocat, par exemple. On peut être juriste et ne pas être magistrat. Alors vous pouvez faire...